Très bien. Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui ont commencé à nous rejoindre. Je suis Jérémy Hornung, chef de projet CAST, Qualité Air Solutions Territoire pour Fimea. Et nous allons donc aujourd'hui vous présenter les résultats clés du nouveau baromètre, du baromètre Fimea sur les usages des microcapteurs qualité de l'air intérieur en milieu scolaire en France. Avec le nouveau baromètre donc complet disponible en ligne depuis ce matin à la fois sur le site fimea.fr et sur la librairie de l'ADEME. Nous allons donc, en attendant que les personnes se connectent un peu au fur et à mesure, vous donner quelques éléments du déroulement de ce webinaire et puis on va démarrer. Ce webinaire donc porte sur une enquête qui a été menée entre janvier et avril 2025 avec 100 réponses qualifiées dans l'ensemble du territoire métropolitain et avec comme angle singulier celui de l'accompagnement humain, une question qu'on a voulu creuser un peu plus spécifiquement. Donc toutes ces informations de manière exhaustive dans le baromètre disponible depuis aujourd'hui et ce matin donc en primeur les premiers résultats, ceux qui nous ont paru les plus importants. Alors, avant de démarrer, je souhaiterais d'abord vous remercier pour votre présence, remercier également toute l'équipe du service qualité de l'air de l'ADEME, Nadine Duezo, Laurence Galsomies et plus spécifiquement ce matin, Souad Boualala Selmi, qui nous fait le plaisir d'introduire ce baromètre, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Merci également à toutes les personnes que nous avons rencontrées en phase préparatoire de cette enquête de manière à définir, détourer, cerner la problématique la plus pertinente pour ce sujet. Et merci enfin à tous les répondants qui ont accepté de prendre un peu de leur temps pour nous faire part de leur retour d'expérience de terrain sur ces questions-là. Alors sans attendre, puisqu'il est maintenant 11 heures presque 5, on va démarrer et je laisse la parole à Souad pour introduire ce webinaire. Je reprendrai ensuite la parole à la fin, juste après, pardon, pour vous présenter les résultats. Nous vous invitons, dernière petite chose, à nous faire part de vos questions éventuelles que vous pouvez avoir en cours de route dans le chat et on prendra 5-10 minutes à la fin pour y répondre. Voilà, merci Souad, c'est à toi quand tu veux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, en tant que représentant l'ADEME, donc je me présente Swat Balala, donc je suis référente qualité de l'air intérieur au service qualité de l'air de l'ADEME. L'ADEME soutient des actions de R&D, entre autres sur la qualité de l'air intérieur, dont l'objectif est de développer des connaissances et des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions efficace à la prévention et à l'amélioration de la qualité de l'air via des appels à projets, dont l'appel à projet Acacia, qui est prévu a priori d'être lancé l'été prochain. L'ADEME soutient également des actions auprès des collectivités via les appels à projets ACTER, le soutien de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs porté par le CSTB et l'ANSES, et enfin met en place le label La méthode Écrin dédié aux maîtrises d'ouvrage publiques et privées pour prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans l'acte de construire. Rapidement, pour le panorama, donc il y a le contexte réglementaire sur les microcapteurs qui sont évoqués dans les actes de la surveillance, entre autres dans l'évolution annuelle des moyens d'aération des bâtiments, incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. Il y a également les avis du Haut Conseil de santé publique qui font mention à l'utilisation de la mesure du CO2. Dans le contexte, je vais rappeler aussi le contexte de la campagne des écoles portée par l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur, des environnements intérieurs en 2013-2017, où sur 130 écoles étudiées, 41% présentent un indice ICONE de niveau 4 ou 5. Autrement dit, près de 4 écoles sur 10 ont au moins une salle de classe très confinée. Et ça, c'est mesuré à l'aide du capteur de CO2. Dans le cadre de l'appel à projet ACTER, nous avons plusieurs collectivités qui ont fait des suivis du confinement
je voulais évoquer deux projets avec La Rochelle et Aix-les-Bains qui ont mis en place notamment des consignes d'aération avec ouverture et port des fenêtres selon un emploi du temps, et en parallèle un indicateur lumineux de confinement. Et les résultats ont montré que l'utilisation d'un capteur lumineux favorise l'aération des salles de classe. Et l'ouverture des fenêtres entraîne rapidement donc une diminution rapide du CO2, en conséquence aussi par d'autres polluants, mais avec un effet de courte durée. Donc ces constats ont montré l'intérêt d'un suivi dynamique du dioxyde de carbone. Et enfin, pour finir, un dernier appel à projet porté par l'ADEME, c'est l'appel à projet d'ICAC sur les données individuelles de la qualité de l'air et changement de comportement. Les grandes conclusions ont mis en évidence que la mesure permise par les microcapteurs peut contribuer à rendre visible la question de la qualité de l'air et à accompagner les changements de pratique. Toutefois, elle ne constitue qu'une composante d'une démarche plus globale. Donc, dès lors, voilà, pour introduire donc ce webinaire, plusieurs questions se posent. Faut-il équiper massivement les écoles de microcapteurs? Pour quels polluants? Quel suivi des données? Qui les exploite et selon quelles modalités? Et quelle fiabilité des capteurs? Donc, grâce à ce baromètre, Jérémy va nous mettre en avant plusieurs éléments intéressants et qui permettront éventuellement à répondre à certaines de ces questions. À toi, Jérémy. Merci beaucoup, Swad, pour cette introduction. Eh bien, sans attendre, puisque tu as déjà bien teasé le sujet, bien introduit le sujet, nous allons démarrer en vous présentant donc les résultats de ce baromètre, de cette enquête donc, qui a été menée. Je l'ai dit en introduction un peu plus tôt, mais pour les nouveaux arrivants, donc quelques éléments de contexte. Le questionnaire qui a alimenté ce baromètre pour l'essentiel a été diffusé entre janvier et avril 2025. Donc quelques mois se sont écoulés depuis. Nous avons obtenu 100 réponses qualifiées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Concernant les DROMCOM, seule la Martinique a répondu. Donc nous n'avons pas l'exhaustivité absolue du territoire national, mais la population scolaire qui a été touchée du point de vue des réponses obtenues s'élève à environ 200 000 élèves. Ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Et puis pour rappel, donc, avant de rentrer dans les premières questions qui servent à finalement mieux comprendre quels sont les profils des répondants, je rappelle simplement que ce chantier s'inscrit dans un projet qui s'appelle CAST, Qualité Air Solutions Territoire, qui regroupe différents chantiers, dont un chantier qui concerne les épurateurs d'air intérieur en situation réelle d'utilisation et dont nous vous reparlerons d'ici peu, puisque le rapport est en cours de relecture et de finalisation. Donc d'ici peu, nous aurons l'occasion de vous en reparler. Pour maintenant rentrer dans le baromètre à proprement parler, dans les résultats qui ont été recueillis. Premier élément, on a cherché à comprendre qui étaient les répondants à cette enquête. Première chose, 3/4 des répondants sont des directeurs d'établissement, des secrétaires généraux, des adjoints ou des assistants que nous avons regroupés sous l'appellation générique de gestionnaires, des décideurs donc ou des donneurs d'ordre. 1/4 d'entre eux sont des agents et des cadres techniques des collectivités, c'est-à-dire des personnes qui sont plutôt du côté de la maîtrise d'œuvre, qui relèvent de la maintenance et de la gestion du patrimoine bâti. Cette première distinction nous paraît importante à garder à l'esprit parce que par la suite, au fur et à mesure des questions et des réponses qui ont été recueillies, on va se rendre compte qu'il y a des nuances à apporter dans l'interprétation des données selon le profil des répondants. C'est une première chose à garder à l'esprit. Ensuite, au niveau des établissements scolaires, on se rend compte que ce sont les établissements qui relèvent de l'enseignement primaire qui sont représentés en majorité, avec les écoles primaires et maternelles, respectivement 41% des répondants, 36% des répondants. Les collèges et les lycées sont, eux, moins représentés dans le corpus des réponses que nous avons obtenues. Petite précision, nous n'avons pas intégré les crèches ni les universités en raison de la spécificité de ces environnements. Les crèches déjà ne relèvent pas de l'éducation nationale, donc en termes de thématique, on sortait un peu de notre sujet, même si elles relèvent
malgré tout de la réglementation ERP. Mais on a aussi affaire à des populations plus vulnérables et de même au niveau des universités, les environnements sont beaucoup plus sont différents et les amphithéâtres typiquement représentent des volumes beaucoup plus importants que les salles de classe et tout ça nous aurait amené à poser des questions plus spécifiques et donc à élargir le questionnaire, en tout cas son périmètre et donc il a fallu faire des choix et recentrer la thématique sur les établissements scolaires de l'enseignement primaire et secondaire. J'ai déjà parlé de la représentativité nationale, donc à des degrés divers, les répondants proviennent des différentes régions françaises. Voilà pour la première chose à garder à l'esprit. Maintenant, en ce qui concerne l'acquisition de ces instruments, donc des microcapteurs de la qualité de l'air intérieur, nous avons utilisé cette terminologie volontairement très généraliste. On parle aussi de qualité des environnements intérieurs de plus en plus. Dans le cadre de ce webinaire du baromètre, nous utilisons ces deux terminologies de manière équivalente, même si des nuances existent et qu'on tend de plus en plus à parler de qualité des environnements intérieurs. Donc on a posé la question, avez-vous fait l'acquisition ou été impliqué dans l'acquisition de microcapteurs? D'ores et déjà, on s'aperçoit que la moitié des répondants ont effectivement fait l'acquisition d'instruments de cette nature et l'autre moitié non. C'est déjà un premier point qui nous paraît très clivant et à garder à l'esprit pour l'interprétation des résultats également. 45 des répondants oui, 55% des répondants non. Quelles ont été les motivations de cette acquisition? Deuxième question. Là, on se rend compte que la crise sanitaire et la conformité réglementaire sont très majoritairement les motivations qui ont été évoquées. 64% crise sanitaire et 40% conformité réglementaire. On se rend compte qu'il existe malgré tout des cas de figure où il y a eu volonté de développer une action pédagogique, par exemple, ou alors des problématiques de pollution locale qui ont conduit l'établissement à prendre des initiatives indépendamment de ces problématiques sanitaires ou réglementaires. Très majoritairement, quand les répondants nous ont affirmé avoir acquis des capteurs, gardons à l'esprit que ça a été dans ce contexte de pression réglementaire ou d'urgence sanitaire. Ensuite, troisième enseignement intéressant, ces microcapteurs ont été acquis essentiellement dans un cadre subventionné, soit par la collectivité, 66% environ, soit subventionné par l'État. Au global, on est à 82% d'achats subventionnés, ce qui est absolument considérable. On se rend donc compte que ces instruments, quand ils ont été acquis, donc achetés, l'ont été sous la pression, sous une forme d'urgence et grâce à une aide venue de la part de l'État. Autrement dit, les initiatives en propre de la part des établissements restent très minoritaires. En tout cas, sur la base des réponses qui nous ont été communiquées. On a distingué l'acquisition des déploiements. Alors, le chiffre n'apparaît pas, mais je peux d'ores et déjà vous l'indiquer puisqu'il figure dans le baromètre, mais 93% des capteurs qui ont été acquis ont été déployés. On a très minoritairement donc des acquisitions qui ne se sont pas traduites par une mise en œuvre concrète de ces instruments. Que mesure-t-il? Alors, de manière cohérente avec ce qu'a pu dire Swad juste avant, c'est donc le CO2 qui est très majoritairement mesuré par ces instruments. 88% des répondants nous ont affirmé avoir des instruments qui mesurent cet indicateur-là. La température et l'humidité relative apparaissent juste après, simplement parce que dans la plupart des cas, ces instruments intègrent des sondes de température et d'humidité relative en même temps que des sondes de CO2. Point intéressant, 19% des répondants affirment ne pas savoir ce que ces instruments mesurent exactement. On introduit là un sujet qui va réapparaître à d'autres moments, c'est l'effet boîte noire de ces instruments. Autrement dit, on a déployé des outils qui ne sont pas bien compris par les acteurs de terrain. Autre point intéressant sur ce premier graphique A,
les polluants atmosphériques de l'air intérieur à proprement parler, composants organiques volatiles, formaldéhyde par exemple, ou encore particules fines, ne sont pas représentés de manière majoritaire ni même significative. Ils sont très minoritaires dans les instruments qui sont déployés. La priorité a été au CO2, tout ça est cohérent aussi avec le cadre réglementaire et la contrainte sanitaire, puisque le CO2 est aujourd'hui considéré comme un indicateur de confinement et que l'une des actions clés en termes de remédiation, d'action à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est donc de renouveler l'air de manière régulière. L'indicateur reste celui du CO2. Ensuite, les salles de classe et les cantines apparaissent comme les lieux qui ont été les plus déployés, les plus instrumentés, pardon. 83% des répondants nous affirment que les salles de classe ont été équipées en majorité, donc les cantines également. Tout ça est cohérent également avec le contexte réglementaire et sanitaire. Et enfin, on a posé la question du nombre de capteurs qui ont été déployés. Alors, ce tableau-là se lit de la manière suivante. Vous avez à gauche le pourcentage de répondants qui ont affirmé avoir déployé euh, tel nombre de capteurs pour une population globale de tant d'élèves. Ce volume d'élèves, cet effectif étant compris entre une fourchette. On a donc des écarts très importants. Le point important à garder à l'esprit à ce stade, c'est finalement que 62% de tout l'ensemble des répondants qui ont déclaré avoir acquis et déployé des capteurs ont affirmé avoir déployé entre 1 et 5 capteurs au global. C'est donc la somme de ces chiffres qui apparaissent en orange et orange foncé. On va voir un peu juste après que le nombre de capteurs peut être un sujet, comme l'a souligné Swad également en introduction, un sujet de discussion, mais certains des répondants nous ont affirmé avoir été équipés de capteurs en nombre insuffisant. C'est en tout cas un certain nombre de témoignages sont allés dans ce sens. Donc, voilà, ça doit alimenter la discussion et non pas être une indication de mise en œuvre opérationnelle, au sens où cette information-là n'est pas à prendre en compte comme étant une indication consistant à devoir absolument mettre un capteur dans toutes les salles. C'est ça que je veux dire. Bon. Donc à ce stade, on se rend compte que des capteurs de CO2 dans les salles de classe et les cantines, en a un nombre relativement limité. C'est le profil d'instrumentation qui a été le plus représenté. En ce qui concerne le retour d'expérience, on a donc là des éléments de retour qualitatifs et quantitatifs. On a posé la question de savoir est-ce que ces capteurs étaient toujours utilisés aujourd'hui. Oui, tous, pour 40,50% des répondants, et oui, pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire plus de 50% des capteurs, l'ont été, et 21% des répondants nous ont affirmé cela. C'est-à-dire, en gros, 62% des répondants nous affirment avoir toujours utilisé aujourd'hui au moins la moitié des capteurs qui ont été déployés. Il nous a semblé que c'était plutôt une bonne nouvelle, indépendamment du fait qu'on n'a pas l'information de la date de mise en œuvre de ces capteurs. Certains l'ont peut-être été durant la crise sanitaire, d'autres peut-être plus récemment au cours de la mise en œuvre de la réglementation ERP. Quoi qu'il en soit, il nous a semblé que c'était une information intéressante à garder à l'esprit, en tout cas à mettre en avant. Ensuite, les données collectées par les capteurs ont-elles été conservées? Là, on fait apparaître que pour 40%, c'est-à-dire la majorité des répondants, les
est-ce que le fait de savoir si ces données sont collectées ou pas est une inconnue. On retrouve cette idée de boîte noire une seconde fois, à savoir que peut mesurer l'instrument, comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'on peut le réutiliser, est-ce qu'on peut réutiliser les données qu'elle génère ou pas. Ce sont des inconnus pour les acteurs de terrain. Ensuite, à peu près l'équivalent, 38% des répondants nous affirment qu'elles n'ont pas été archivées et ont-elles été archivées de manière affirmative? Oui, pour 21% des capteurs, des répondants, pardon. Ce qui signifie que des capteurs ont pu être équipés de cette capacité de pouvoir collecter, stocker, et non pas simplement collecter et restituer en temps réel sous la forme d'une alerte visuelle et ou sonore le dépassement d'un seuil, par exemple, en l'occurrence souvent un seuil de CO2. Troisième question ici, le niveau de satisfaction. On a cherché à savoir si les répondants avaient pu corréler l'utilisation de ces microcapteurs avec un niveau de satisfaction quant à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ou de l'environnement intérieur. Et là, on commence à avoir des réponses très hétérogènes. Jusqu'à présent, on a vu que les réponses obtenues étaient plutôt assez clivantes, assez clivées. Ici, nous avons une forte hétérogénéité des réponses avec, on va le voir, des raisons qui peuvent être évoquées. Mais pour ça, on a besoin de rentrer dans l'analyse qualitative. On a donc recueilli un certain nombre de verbatims avec, pour commencer, 38% de satisfaits et sous l'appellation sous la terminologie satisfait, on a regroupé les répondants qui ont jugé avoir bénéficié d'une expérience plutôt très satisfaisante ou satisfaisante. Et le principal sujet, là encore, merci Swad, puisque tu as introduit le sujet un peu plus tôt, c'est la question de la prise de conscience et de la sensibilisation qui apparaît en premier lieu. Rendre visible, j'en lis quelques-uns pour vous donner une idée, cela permet de voir en instantané le niveau de CO2 et le cas échéant d'aérer. Voir également au niveau du signal sonore d'une alerte. Lorsque le seuil de CO2 limite à dépasser, le signal sonore alerte. C'est aussi ce que nous dit cette autre personne. Depuis je vois que l'air dans les classes est parfaite. Il y a donc cette question d'instruments qui permettent de rendre visible un phénomène qui n'était pas nécessairement. De manière corollaire, la visibilité conduit à une amélioration de la compréhension. C'est le sujet de la sensibilisation. Je suis averti lorsqu'il faut aérer. Sensibilisation à la pollution, sensibilisation et action menée ensuite auprès des utilisateurs, la prise de conscience sur l'aération et les effectifs par classe, des données qui permettent de faire prendre conscience de l'importance d'aérer régulièrement, toutes ces réponses vont dans le même sens, avec, dans certains cas de figure, même un élément de réassurance. C'est ce qu'on nous dit ici dans le contexte de problématiques Covid-19, ces sondes ont apporté un cadre rassurant aux élus. On a donc là un premier faisceau de témoignages convergents qui permettent d'alimenter la raison pour laquelle les expériences ont été jugées satisfaisantes. Visibilité, prise de conscience et sensibilisation. Maintenant, du côté des insatisfaits, nous avons malgré tout 47,5% des répondants qui ont jugé leur expérience moyennement satisfaisante, peu satisfaisante ou insatisfaisante. Et là, on se rend compte qu'il y a un sujet, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, du nombre de capteurs, un équipement fourni pour l'ensemble de l'établissement lors de la crise sanitaire, nombre insuffisant, ou bien des limitations qui sont liées véritablement aux capteurs eux-mêmes. Si une personne se tient proche du microcapteur, le taux de CO2 augmente beaucoup plus vite, ce qui fausse les résultats. Appareil globalement de mauvaise qualité, données transmises par les capteurs non exploitables, ou alors vire vite au rouge dans les salles de classe, pas moyen de purifier l'air sinon d'aérer, choix du matériel, le coût important pour un matériel de qualité, le matériel est basique, ne permet pas d'enregistrer et de télétransmettre les données. Donc on retrouve ce sujet du stockage des données, de la télétransmission, de l'analyse des données a posteriori, mais surtout de la qualité des capteurs et de ce qu'on peut en faire véritablement.
Autre élément d'insatisfaction, le sujet de la communication et de l'accompagnement. Et c'est là que nous allons commencer à rentrer peu à peu dans la thématique de l'accompagnement humain. Mais de même, finalement, les répondants nous ont fait apparaître ce sujet comme étant, entre autres, au cœur de leurs préoccupations, puisque parmi donc toujours les 47,5% d'insatisfaits cités précédemment, il y a cette thématique de l'accompagnement et du déficit de communication. C'est-à-dire, par exemple, si j'en cite quelques-uns, aucun suivi, aucune préparation, pas de suivi, ni d'analyse, ni de formation des agents ou de la direction sur le thème et ses enjeux, dilution des bonnes pratiques dans le temps. Il faut pouvoir interpréter les résultats et mettre en place des actions, ou alors les mesures ont été réalisées par un service extérieur et je n'ai pas eu de détails sur les résultats. Parfois même des demandes ont été faites pour accéder à l'applicatif du capteur du CO2, mais on n'a eu aucun retour. Et enfin, un dernier, la mairie en a installé ponctuellement pour faire des mesures, mais il n'y a eu aucune suite pour l'instant et aucun retour. Donc ces témoignages de la part des acteurs de terrain sur le déficit de communication et d'accompagnement figurent en bonne place parmi les raisons de l'insatisfaction liées au déploiement de ces capteurs. J'avance maintenant sur la question de l'assistance humaine, qui, comme j'ai pu le dire en introduction, fait partie de l'axe qu'on a souhaité, l'hypothèse de travail qu'on a souhaité tester dans le cadre de cette enquête et que l'on a donc approfondi. La première question portait sur, de manière très simple, la mise en œuvre des microcapteurs a-t-elle fait l'objet d'un accompagnement humain? Oui, pour 45% des répondants, non pour environ 55% des répondants. Donc un accompagnement humain qui n'est pas généralisé. Par qui l'accompagnement a-t-il été effectué? Et là, on a commencé à nous dire que les équipes techniques de la collectivité, ainsi que les équipes de maintenance ou les services généraux de l'établissement, ont été finalement les personnes, les personnels qui ont été impliqués dans la mise en œuvre et l'accompagnement des personnels de l'établissement de manière majoritaire. Les fabricants et les distributeurs de microcapteurs ou encore les prestataires externes spécialisés dans la gestion du bâtiment de manière très minoritaire, voire pas du tout. Pour les prestataires externes spécialisés dans la gestion des bâtiments, c'est effectivement 0% des répondants qui ont mentionné ce type de profil. Ensuite, quel genre d'aide a été mise en œuvre lors de l'accompagnement humain? On se rend compte là que l'essentiel de l'accompagnement, de l'assistance, porte sur le passage à l'action. L'aide à l'identification ou la mise en place de plans d'action, l'aide au déploiement des microcapteurs, donc respectivement pour 52% des répondants, et également l'aide à l'interprétation des données pour 42% des répondants. Tout ça est aussi assez cohérent avec le contexte d'urgence sanitaire et de contraintes réglementaires. On va droit au but, finalement, droit à l'essentiel. On a acquis des capteurs et on cherche d'abord une aide pour les mettre en place. Maintenant, ce que ça signifie, c'est que par exemple, l'aide à la sélection des microcapteurs qui apparaît tout en bas dans le graphique C a fait l'objet d'un accompagnement pour 21% des répondants seulement, alors même que nous avons vu un peu plus tôt, le sujet de la qualité de ces microcapteurs est sujet à caution, à poser problème. Ensuite, c'est l'aide à l'exploitation technique et à la mise en œuvre de la réglementation, donc des sujets techniques et réglementaires, des sujets experts finalement, où là encore, seuls 21% des répondants nous ont affirmé avoir été accompagnés à ce titre. On se rend compte que la prise en charge donc, des personnels des établissements se fait d'abord par des équipes qui sont implantées localement au niveau de la collectivité ou des établissements, de manière partielle et essentiellement sur des sujets de passage à l'action, mais pas tellement sur des sujets amont, aval ou experts sur les sujets réglementaires ou techniques. J'avance encore un peu. Euh, alors, sur cette slide, deux parties. À gauche, les réponses apportées par les gestionnaires, autrement dit les directeurs d'établissement,
les décideurs, les secrétaires généraux, les assistants. À droite, les réponses apportées par les cadres et les agents techniques, autrement dit, la maîtrise d'œuvre. C'est un exemple de réponse où nous avons besoin de distinguer ces deux types de profils pour faire sens finalement des données qui ont été collectées. On a posé la question de la satisfaction liée à l'accompagnement humain qui avait été effectué. Là, 73% des gestionnaires sont très satisfaits ou satisfaits. Donc, respectivement, 18% de très satisfaits, 55% de satisfaits. Et nous avons deux sujets qui apparaissent finalement dans les témoignages, dans les verbatims. Un sujet pédagogique. L'agent de maintenance a sensibilisé les professeurs concernés avec sérieux. L'explication basique a été faite, les explications ont été claires, et un sujet lié à l'efficacité, la rapidité, les actions menées qui ont été visiblement pertinentes, et la simplicité d'usage des microcapteurs, mais qui est lié aussi finalement à l'efficacité à la fois des outils, mais de l'explication, de l'accompagnement qui a été effectué. Donc une satisfaction liée à la prise de conscience, la meilleure compréhension de certains phénomènes associés donc à des personnels accompagnants qui ont fait preuve de pédagogie, mais aussi de professionnalisme, donc l'efficacité, l'efficience, la rapidité. Du point de vue de ces mêmes agents accompagnants, parfois donc les cadres et les agents techniques cette fois-ci, qui ne sont donc pas toujours, pardon, je précise, ceux qui ont accompagné, mais qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de ces instruments et qui parfois ont pu accompagner les personnels des établissements. Là, nous avons à la fois des éléments de satisfaction pour 62% des répondants, et essentiellement sur le sujet de la motivation liée à l'implication des personnes accompagnées et formées. Les personnes sont à l'écoute et le sujet est motivant. Satisfaction d'informer les usagers sur leur environnement, alors que les raisons de l'insatisfaction sont plutôt liées à des problématiques de suivi, de stabilité ou plutôt d'efficacité, de supervision dans le temps. Je me rends compte que cette préoccupation s'est diluée dans le temps. C'est l'un des témoignages qui nous a été confié. Après le Covid, le collège n'était plus intéressé par le sujet, ou encore nous ne sommes pas toujours avertis des défaillances du matériel, les capteurs sont souvent débranchés entre les venues des services techniques, ou bien les difficultés ont lieu liées à l'implication du personnel de l'éducation nationale, non partie prenante à l'évolution réglementaire. Donc des cas de figure différents, mais qui finalement relèvent d'un sujet de coordination, de suivi, de supervision, et donc aussi de communication, tout simplement. J'avance encore un peu, toujours sur le sujet de l'accompagnement humain, avant d'aborder la question des axes d'amélioration. Nous avons posé la question de savoir, de manière générale, c'est-à-dire indépendamment de la satisfaction ou l'insatisfaction liée à une expérience d'accompagnement spécifique, donc là qui concerne les témoignages précédents. Donc cette fois-ci, de manière générale, quelle importance accordez-vous à l'accompagnement humain dans le cadre d'un déploiement de microcapteurs QAI/QEI, donc qualité de l'air intérieur, qualité de l'environnement intérieur, dans un établissement scolaire? Et là, nous avons 68% des répondants, 26% qui le considèrent comme essentiel, 42% qui le considèrent comme important, donc 68% des répondants qui nous affirment considérer ce sujet comme essentiel, pas simplement d'un point de vue sanitaire, mais bien d'un point de vue de supervision et pardonnez-moi, plutôt cette question, je corrige ce que je viens de dire, cette question portait plus spécifiquement sur la question du déploiement. Autrement dit, c'est bien l'accompagnement humain au moment de la mise en œuvre de ces instruments, avec des problématiques de localisation, où faut-il les déployer, combien faut-il en mettre, comment faut-il se comporter quand un instrument tombe en panne, ce genre de choses. Et là, nous voyons donc que pour 68% des répondants, l'accompagnement humain est jugé important, voire essentiel. C'est un point de vue qui est partagé, chose intéressante,
tant par les personnes ayant bénéficié d'un accompagnement, 53% d'entre eux, que par ceux qui ne l'ont pas été. Autrement dit, même ceux qui n'ont pas été accompagnés par le passé nous ont répondu pour moitié d'entre eux que c'était un sujet à aborder, en tout cas à intégrer dans le cadre des déploiements de ces instruments, de ces dispositifs. Concernant les axes d'amélioration, trois d'entre eux apparaissent. Le premier porte sur la nature de l'accompagnement, le second sur l'identité des accompagnateurs et le troisième sur les populations à impliquer. Les types de populations à impliquer, mais cette fois-ci plus largement que les seuls accompagnateurs. Pour ce qui concerne le premier axe d'amélioration, donc la nature de l'accompagnement, on a posé la question de savoir plus spécifiquement qu'attendez-vous en priorité d'un accompagnement sur ce type de dispositif. Alors pour lire ce graphique, je dois d'abord préciser une chose, c'est qu'il s'agit d'une synthèse de deux graphiques différents. En bleu, vous verrez apparaître des réponses qui portent sur le vécu, c'est-à-dire les expériences passées. Autrement dit, dans une autre question, nous avons posé la question, dans le cadre de l'accompagnement dont vous avez bénéficié, avez-vous été accompagné pour l'aide à l'interprétation des données? Ça concerne, dans cet histogramme, les barres bleues. Ensuite, nous avons posé une autre question plus tard concernant les attentes. Concernant la nature de l'accompagnement, considérez-vous, par exemple, l'aide à l'interprétation des données comme un sujet prioritaire en termes d'accompagnement toujours. Et donc ce graphique met en correspondance ces deux réponses. En bleu, le vécu, en orange, les attentes. Nous voyons donc apparaître plusieurs choses intéressantes. D'abord, l'écart entre l'aide à l'interprétation des données au niveau du vécu et des attentes souligne le besoin en tout cas le souhait d'une aide plus importante au niveau de cette question, c'est-à-dire cette fois-ci en aval. Donc on a 13 points d'écart, 42% nous disent euh, avoir bénéficié de ce type d'accompagnement sur cette question-là, mais 50% des répondants nous disent nous aimerions avoir un accompagnement de cette nature. Donc l'écart fait apparaître finalement le souhait d'un accompagnement plus important sur cet axe-là. On se rend compte là que nous sommes en aval du cycle de vie, mais nous avons aussi le sujet de l'aide à la sélection des microcapteurs. On en a parlé un petit peu plus tôt. Des microcapteurs dont on nous a dit qu'ils étaient pas toujours de bonne qualité. Et là, nous voyons donc que 21% des répondants ont affirmé avoir bénéficié par le passé d'un accompagnement sur cette question, sur la sélection des microcapteurs, alors que 38% jugent nécessaire d'être accompagnés sur ce sujet-là. L'écart fait donc apparaître qu'en aval, en amont pardon, du cycle de vie, ce sujet est important. De même, sur les sujets techniques et réglementaires, on s'aperçoit qu'un écart existe également. Par contre, sur le sujet du déploiement, l'aide à l'identification, la mise en œuvre de plans d'action également, nous sommes là devant des réponses qui sont cohérentes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre entre le vécu et les attentes. Voilà pour la nature de l'accompagnement. Donc, si on résume, finalement, on s'aperçoit que là où il y a eu un accompagnement, c'est-à-dire dans les phases d'action, les phases de passage à l'action, déploiement et mise en œuvre de plans d'action, il y a eu accompagnement et les attentes sont au même niveau que ce qui a été effectué, ce qui va dans le sens d'une satisfaction pour les personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement. Là où il n'y a pas eu d'accompagnement par le passé, en amont, en aval, sur les sujets réglementaires et les sujets techniques, on s'aperçoit qu'il y a un écart entre le vécu et les attentes. Maintenant, j'avance sur la question de l'identité des accompagnateurs. On se rend compte, là, sur ce deuxième axe d'amélioration, que nous avons plus d'implication souhaitée de la part des prestataires externes spécialisés dans la gestion du bâtiment.
Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, 0% des répondants, ce qui apparaît ici, nous sommes à 0, donc tout à droite de l'histogramme, 0% des répondants nous ont affirmé avoir bénéficié de ce type d'accompagnement, de ce type de profil en termes d'accompagnateur. 28% d'entre eux estiment nécessaire que ce type de profil soit représenté dans les profils accompagnateurs. Plus d'implication également souhaitée de la part des équipes techniques de la collectivité. C'est ce qui apparaît sur les deux premières barres. 53% des répondants, donc la moitié environ, ont bénéficié d'un accompagnement de ces populations. Par ce type de population, 67% souhaiteraient en bénéficier davantage. Là où, chose intéressante, les histogrammes font apparaître des profils inverses, c'est-à-dire que pour les équipes de maintenance et de services généraux internes aux établissements ainsi que les fabricants de distributeurs de microcapteurs, on a un léger effet inverse. Par le passé, ces personnels ont été impliqués dans l'accompagnement et à l'avenir, le souhait d'être accompagné prioritairement par ces profils apparaît secondaire finalement. Peut-être moins d'implication de la part de ce type de profil. Troisième axe d'amélioration, les populations à impliquer, c'est-à-dire des populations au-delà des accompagnateurs seuls, avec cette idée que on a besoin d'identifier les parties prenantes qui doivent être idéalement impliquées pour assurer un bon suivi de ce type de dispositif sur la durée, sur le long terme. Plusieurs choses intéressantes sur ce graphique, à commencer par les équipes des collectivités, donc à gauche. 79% des répondants estiment que ce type de profil, qu'il soit accompagnateur ou non, doivent être impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces dispositifs. Mais cette fois-ci, pas uniquement sur le sujet du déploiement, mais sur le bon fonctionnement du dispositif sur la durée. On est donc là sur un sujet de supervision et d'efficacité sur le long terme. Autrement dit, pas simplement sur des mesures de remédiation à court terme, mais dans l'esprit de la réglementation ERP, une supervision liée à l'obtention de bénéfices sanitaires sur la durée. 80% donc quasiment des répondants nous affirment souhaitent voir une application forte de la part de ce type de population. Donc pas nécessairement accompagnateur direct. Ensuite, davantage d'implication des équipes techniques en charge de la gestion du bâtiment de manière cohérente avec ce que nous avons dit précédemment. Et chose intéressante, et nous sommes là sur les parties à droite de l'histogramme, finalement une implication plus importante de la part des populations scolaires et parascolaires. On a cité le personnel de ménage, le personnel de restauration, les élèves, le personnel administratif, les parents d'élèves. Et ça nous a paru intéressant de le souligner ici, puisque finalement, on se rend compte que du point de vue des acteurs de terrain, ce qu'on nous dit, c'est que le succès de ce type de dispositif ne repose pas uniquement sur l'accompagnement technique expert au moment du déploiement, au moment de la sélection éventuellement des capteurs, au moment de la mise en œuvre des solutions de remédiation, au moment de l'interprétation des données, mais d'une implication plus globale des personnels scolaires et parascolaires, et l'on entend en sous-texte, pour faire évoluer les comportements, les réflexes, les habitudes, et sensibiliser finalement sur la durée. Voilà le sujet qu'on a souhaité mettre en avant sur ce troisième axe d'amélioration, avec pour terminer un mot sur la réglementation, puisqu'on a posé aussi cette question à la fin. Dans quelle mesure estimez-vous pertinent d'intégrer un volet accompagnement humain dans une future version de la réglementation ERP? Et là, de manière très majoritaire, 84% des répondants nous disent qu'il serait utile, 49%, voire indispensable à 35%,
d'intégrer un tel volet dans une perspective réglementaire, de manière à pouvoir faire appliquer de manière systématique, puisque derrière la réglementation, il y a bien cette idée de systématisation et de standardisation des démarches, d'intégrer un volet humain qui tienne en compte de tout ce que nous avons dit un peu plus tôt, c'est-à-dire finalement plus d'accompagnement en phase amont et aval, amont pour la sélection des microcapteurs, aval pour l'interprétation des données, mais aussi sur les sujets techniques au sens instrumentaux, instrumentalisation, traitement des données, dépannage, mais aussi les sujets réglementaires, et puis une dimension de coordination, de suivi sur la durée. On a vu que c'était l'une des raisons des insatisfactions qui ont qui ont pu être évoqués par les témoignages, avoir plus de communication et de coordination entre les collectivités, l'éducation nationale, les différentes parties prenantes et les différentes tutelles, euh, aux différents niveaux locaux, départementaux, régionaux, mais que tout ça soit intégré d'une façon ou d'une autre dans une réglementation de manière à systématiser les démarches. Pour terminer, on se rend compte qu'effectivement, au travers de cette enquête, de ces témoignages qualitatifs et quantitatifs, nous l'avons dit, donc les instruments par le passé ont été déployés dans l'urgence, sous la pression sanitaire et réglementaire, sans nécessairement prendre en compte la dimension supervision sur le long terme, supervision sur la durée, avec l'ensemble des parties prenantes. Autrement dit, c'est la logique de pilotage et de supervision qui est peut-être encore un peu défaillante aujourd'hui, sur lesquelles à quoi doit servir la réglementation ERP très précisément et sur laquelle peut-être davantage d'accompagnement serait nécessaire. En tout état de cause, il nous a semblé qu'à travers les données qui ont été collectées, l'accompagnement humain apparaît comme un levier clé pour mieux préparer, mieux suivre, mieux coordonner et finalement améliorer l'impact sanitaire de ces dispositifs techniques au bénéfice de l'ensemble des personnels scolaires et parascolaires dans les établissements français. Pour terminer, voilà, il est -10. Le rapport complet est disponible depuis aujourd'hui sur le site fimea.fr et sur la librairie de l'ADEME. Donc vous pouvez vous pouvez le retrouver sur ces deux plateformes. Vous y trouverez finalement de manière beaucoup plus complète les éléments que nous avons évoqués qui concernent uniquement les résultats clés, mais aussi des compléments sur l'accompagnement humain, donc les axes d'amélioration, les attentes des acteurs de terrain. Nous avons aussi posé des questions sur les budgets et nous avons approfondi les questions sur la réglementation. Donc tout ça devant alimenter finalement les réflexions et les actions, ce serait notre souhait le plus important, les actions, le passage à l'action sur ce type de dispositif. Et comme on vous l'a proposé au départ, nous pouvons désormais répondre à vos questions s'il y en a dans le chat, de manière à pouvoir prolonger cette discussion, puisqu'il nous reste 10 minutes. Très bien. Donc, Swad, si jamais tu veux me rejoindre pour répondre éventuellement aux questions, je vais les parcourir les unes après les autres. Euh, a priori, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, si vous en avez, on vous laisse 1 ou 2 minutes. Éventuellement, soit si jamais tu voulais compléter, ajouter un élément supplémentaire, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Et dans l'immédiat, nous n'avons a priori pas de questions spécifiques. Oui? Non, je voulais te remercier pour vraiment pour ce panorama très complet et riche de ce baromètre. Voilà, ce qu'il en ressort, c'est que le microcapteur, ça permet de rendre un peu visible l'enjeu de la qualité de l'air, mais il est nécessaire d'avoir une démarche globale d'accompagnement. C'est ce qu'on retient un peu
des grandes idées, ce qui en ressort de ce baromètre. Exactement. C'est effectivement notre ressenti par rapport aux données qu'on a collectées, qu'on a interprétées et qu'on a cherché à mettre en lumière, effectivement. Euh, voilà, en synthèse, Ah, je crois qu'on a des je commentaires. crois. Alors le chant est pour les je lis. Merci pour les accompagnements. Le chant était libre ou des propositions étaient faites? Et si oui, les SK étaient-elles un choix? Euh, je suis pas sûr de bien Je pense que comprendre les c'est lors du accompagnements. Oui. questionnaire peut-être, si lors du questionnaire, il y avait un champ libre ou si il fallait sélectionner des Alors, réponses. oui, alors effectivement, quand j'ai parlé de réponses qualitatives et quantitatives, les réponses quantitatives dans le questionnaire ont fait l'objet d'options pré-choisies, c'est-à-dire qu'on donnait aux répondants la possibilité de sélectionner une ou plusieurs réponses avec un champ autre possible. Quant au verbatim, ce sont des champs libres de texte. Donc les personnes ont pu s'exprimer telles qu'elles le souhaitaient, si c'était bien ça la question, et nous avons restitué les réponses telles quelles, sans modifier une virgule. Les ASCA étaient-elles un choix en termes d'accompagnement? Non, on les a pas fait apparaître comme un choix spécifique, mais elles sont apparues à un moment donné dans les réponses. Bravo pour ce travail très intéressant qui nous éclaire par rapport à nos échanges avec les collectivités. Merci Bruno pour ton témoignage et ton encouragement. Merci également pour votre témoignage, Stéphane, concernant la confirmation que le sujet des accompagnements de terrain est aussi quelque chose que vous confirmez, que vous partagez pour votre point de vue. Nous sommes très intéressés par le sujet. Participez-vous à des projets européens euh, alors, au niveau de la fédération, nous sommes impliqués effectivement dans des projets européens internationaux avec différents partenaires. Maintenant, est-ce que votre question portait sur plus spécifiquement les établissements scolaires au niveau européen? À ce titre, on peut vous renvoyer vers le baromètre pour vous signaler que en complément du questionnaire qui a été diffusé, on a intégré quelques éléments qui relevaient de la littérature. Autrement dit, on a intégré une étude qui a été faite par des Allemands euh, en Allemagne, donc en Bavière plus spécifiquement, pendant la crise sanitaire. Et des chercheurs avaient eu l'occasion de déployer des microcapteurs qu'ils avaient pu construire eux-mêmes et qui avaient comme spécificité de pouvoir collecter des informations et les stocker pour les interpréter a posteriori. Et ces chercheurs ont donc publié une étude qu'on fait figurer dans le baromètre et qui apporte des témoignages sur les leçons qui ont été tirées de cette expérimentation. Donc, pendant la crise sanitaire, où des centaines de capteurs ont été déployés dans les classes pour mesurer le CO2 et évaluer le changement de comportement, les impacts sur les procédures d'aération et de ventilation. Voilà, ça fait partie des éléments qu'on a souhaité intégrer pour élargir le périmètre au strict périmètre national. Et nous avons ensuite des remerciements. Merci à votre tour de votre présence une nouvelle fois. Il est 55, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons conclure cette fois-ci. J'ai Oui. une petite question, Jérémy. On n'a pas eu le temps d'en discuter. Euh, Moi, ce que je comprends aussi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement en amont, au-delà de l'accompagnement technique, etc. C'est en amont. Et donc, quelque part, de façon très pragmatique, est-ce que c'est pas le besoin finalement en sensibilisation et en éducation à la qualité de l'air qui doit être promu quelque part de façon beaucoup plus intense? Et en quelque sorte, est-ce que les approches type APQAI sont adaptées, et ça c'est peut-être Swad, à répondre à ce besoin finalement exprimé?
Oui, hein, alors c'est une très bonne remarque. Pour information, on a un projet en cours, le projet Challenger, qui est porté par tout un consortium dont le coordinateur est le CEREMA, qui challenge un petit peu les collèges et les écoles de Nouvelle-Aquitaine, où c'est les élèves, en fait, il y a des défis pour les sensibiliser sur la qualité de l'air intérieur. Donc avec différents défis à mettre en place. Donc c'est un projet qui est en cours et les écoles, enfin, sont apparemment, il y a une trentaine d'écoles et d'établissements en tout qui ont adhéré. Et c'est une bonne façon, je pense, de sensibiliser. Alors là, on va au-delà du microcapteur, mais c'est une bonne façon de les sensibiliser à la qualité de l'air intérieur. Oui, complètement, pour aller dans ton sens et dans le sens de ta question, Étienne, il me semble que quand dans les témoignages, certains des répondants nous ont expliqué que finalement ces dispositifs ont été déployés avec la volonté d'engager des actions pédagogiques, il me semble que là, il y a un axe de travail possible qui ne nécessite pas forcément l'aval des ministères de tutelle, le soutien des collectivités. C'est finalement si les établissements scolaires et les professeurs s'impliquaient dans des démarches de ce type, il pouvait y avoir auprès des élèves avec des capteurs qui sont finalement peut-être déjà déployés dans les établissements, des démarches de cette nature à mettre en œuvre. Et à ce moment-là, des projets et des programmes de type APQAI peuvent s'inscrire complètement dans cette dynamique-là. Sensibiliser, éduquer à partir de ce qui est déjà en place et petit à petit améliorer les situations. Voilà, bah écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme de cet exercice. Je regarde une dernière fois dans le chat. Vous pourriez nous indiquer où on peut trouver les appels à projets. Alors, j'ai envoyé le lien pour l'appel à projet Acter en cours, Ouais. mais qui porte là sur la qualité de l'air extérieur. Et puis pour Acacia, ça sera, comme je l'avais dit, plutôt cet été. Donc, on n'a pas encore le lien, mais c'est sur la plateforme euh, Agir pour la transition que vous pourrez avoir tous les appels à projet. Bah, c'est parfait. Merci, Swad. Et merci encore une nouvelle fois à tout le monde pour votre présence ce matin. On était ravis d'avoir pu partager ces éléments et au plaisir donc de poursuivre la discussion avec vous d'ici peu. Merci beaucoup et bonne journée.